Bienvenue à Mathias Brunet Rencontre. Cette semaine, pas de côté. J'ai demandé Patrick ou Pat. Tu m'as dit pas de côté, ça va. Ah ouais, moi, pas de côté. Ne me prends pas pour un autre. Écoute, la première question, instinctivement, on dirait que j'ai le goût de te demander comment ça va physiquement. Un gars qui a fait des combats comme ça, ultimes, pendant toutes ces années-là, puis je sais que tu fais des Ironman ou des triathlons et tout ça. Il n'est pas fait encore. Je t'ai inscrit, Okay. mais il n'est pas fait encore. Mais ça fonctionne comment au quotidien pour un gars comme toi qui a eu, je pense, aussi 8 opérations au genou? Ouais, exact. 8 opérations, 11 en tout. Mon corps est magané. Mais tant que je garde actif, c'est correct. Mettons, je m'en vais en vacances pendant une semaine et demie, 2 semaines, je ne m'entraîne pas, c'est là que mon corps va avoir mal. Je dirais qu'il faut que je garde la machine huilée, on dirait. OK. Ouais. Exact. Surtout que j'arrête de faire de quoi, c'est là que mon corps, on dirait qu'il pogne tout d'un pain. Mais mon corps, ça me dérange un petit peu moins. J'ai fait un sport quand même de contact assez violent pour les commotions. Je ne me suis jamais fait passer le KO. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais eu de commotion non plus. Donc, quand j'ai pris ma retraite, moi, j'ai commencé à aller voir un docteur en neurologie pour passer des tests de post-commotion. Oui. C'est sur mon propre temps, c'est mon argent, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Puis pour voir si j'avais pas des symptômes post-commotion, parce que j'ai 37 combats, mais j'ai 15 ans de coups de poing sur la tête aussi. Fait que ma tête est correcte jusqu'à maintenant. OK. Puis, mais ce qui fait que les symptômes, ça peut se déclencher du jour au lendemain. Fait qu'il dit, c'est pas parce que tu n'en as pas là que tu n'en auras jamais. Peut-être que tu n'en auras jamais, mais là, présentement, ça va bien. Fait qu'à tous les 2 ans, 2-3 ans, je vais passer des tests neurologiques pour ça, pour voir s'il arrive de quoi. Puis, tu sais, la chose la plus drôle, je trouvais ça bien drôle, c'est qu'on est rendu des amis, mon neurologue et moi. Et qui t'es allé voir, par curiosité? Louis de Beaumont. Ah, ben oui. Ouais, Okay, je le connais bien, j'ai fait beaucoup de trucs avec lui. Louis, c'est une sommité, là. Ouais. Il est fantastique. Puis, il m'avait dit, je suis vraiment fier de toi que tu es venu voir ça, puis tu prennes ça en considération sérieusement, parce que il dit, tu sais pas combien de monde qui viennent me voir. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, OK, ça doit être 60-70% du monde qui vont voir, tu sais, ceux qui ont fait des sports de contact comme le hockey, comme le soccer ou whatever. Mais il dit non, il dit, il y a moins de 10% du monde qui viennent voir sur leur propre temps parce qu'ils préfèrent ne pas le savoir. Je dis, c'est bien niaiseux, tu sais. Puis moi, quand j'ai pris ma retraite, j'avais 37 ans, il me reste encore beaucoup de temps. Fait que, tu sais, si j'avais de quoi faire pour améliorer ma situation, si j'avais des symptômes post-commotion, je l'aurais fait. Écoute, petite parenthèse, parce que justement, en travaillant avec Louis de Beaumont, comme tu le dis, qui est une sommité, il y a un ancien joueur de la Ligue nationale à qui on a offert de faire les tests. Puis, à la dernière minute, il a décidé de ne pas y aller. Puis, il y en a un autre qui, lui, est allé en courant, il fallait quasiment le retenir pour aller passer les tests, c'est Georges Larac. Ouais. Puis, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. J'aurais rien. Il a fait tous les tests. Puis, Louis de Beaumont, il a dit, « Hey, écoute, tu as le cerveau d'un enfant, de la fraîcheur d'un enfant de 15 ans. Tu es même plus allumé. » Puis là, j'ai dit à Georges à la blague, j'aurais dû amener tester les gars contre qui tu te battais, pas toi. Ah, peut-être. Mais des fois, Georges, il agit aussi comme un enfant. Là. C'est peut-être pour ça. mais comment Est-ce que tu sens que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Excuse-moi, c'est pas un jeu de mots, là? Non. Tu sais, moi, ça sert à rien dans la vie de tous les jours, mais dans mon sport, j'avais une bonne capacité d'encaisser les coups. Ouais. Puis, tu sais, comme on m'expliquait, tu sais, avec mon ami docteur, tu sais, il me disait, tu sais, c'est pas... Tu nais avec ça au niveau de l'ossature de ta mâchoire, au niveau de ta physionomie. Tu as un bon menton ou tu n'en as pas un. Tu sais, tu peux pas t'entraîner à avoir un bon menton. Tu peux t'entraîner à rouler avec les coups, mais tu peux pas aller au gym et dire hey, frappe-moi dans la face, ça va améliorer mon sort. Ça va faire probablement le contraire. Fait que, tu sais, la mentalité a beaucoup changé aussi. Avant, dans les sports de combat, tu voulais prouver qui était le plus tough. Ouais. Fait qu'on se plantait dans le milieu puis on swingait jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe. Là, à cette heure, quand tu as un bon menton, tu te dis OK, ça peut peut-être me sauver la vie dans un échange coup pour coup. Ce qui m'est arrivé à quelques reprises. Des fois, je m'ouvrais les yeux, je dis OK, je suis encore là. Merci à mon menton. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi maintenant. Quand tu as un bon menton, la mentalité a changé qu'il faut que tu le protèges le plus possible. OK. Mais écoute, la question de quelqu'un qui ne connaît pas ça, pas en tout. Là. Ouais. C'est quoi le lien entre le menton puis les commotions? Ce qui fait que une commotion cérébrale, comment ça marche, c'est que le cerveau va aller toucher aux parois de ton crâne. Ouais. Puis, lorsque tu te fais frapper, surtout au bout du menton, ça fait une espèce d'onde de choc, ce qui fait que le cerveau va aller toucher à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Puis, dépendamment où ce qui touche, c'est ça la gravité d'une commotion cérébrale. Puis, dépendamment où ce que ça touche, ça va affecter soit ta vision, soit ton équilibre, ou peu importe. Fait que c'est ça, avoir un bon menton. Ce qui fait que quand tu reçois un coup,
si ton ossature est assez forte ou les muscles du cou sont assez forts pour juste empêcher l'espèce de contre-coup qui va se passer dans ta boîte crânienne. C'est pas l'idéal, mais il reste que c'est ça. Mais ça, tu savais pas à part du fait que, hey, je suis encore debout. Non, c'est ça. Il passe pas de test là, pour voir si tu es plus apte à... Il pourrait passer des tests. Il pourrait passer des tests, oui. À toutes les années, on passait un scan pour avoir ton permis de combattant 2 fois par année. Puis si tu te fais passer le KO, ben là, tu as une suspension automatique. Puis si tu veux revenir plus vite, tu es obligé d'aller passer des tests pour prouver que tu n'as pas de symptômes de post-commotion. Okay. Mais encore une fois, dans mon sport, à moi, c'est à tes frais. Ouais. Puis Louis, qu'est-ce qui te suggère? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, justement, parce que tu es sharp aussi au max, là? Qu'est-ce que tu fais pour garder ton corps et ton cerveau sharp? Ben, je pense que c'est une hygiène de vie. Moi, j'ai été un athlète pendant longtemps, puis avant d'être un athlète, j'aimais beaucoup le party aussi. Ouais. Mais tu sais, quand tu es un athlète, il faut que tu vives la vie d'athlète aussi. Fait que j'étais dans l'armée aussi. Fait que ça m'a donné quand même une espèce de discipline de vie militaire. Plus que tu vieillis, là, j'ai des enfants et tout. Fait que tu essaies d'avoir une hygiène de vie le plus possible, sans que ta vie devienne plate. Là. Mais moi, c'est beaucoup ça. Une bonne alimentation, le moins d'alcool. J'en prends, mais plus comme avant. Vraiment moins. J'ai trouvé un fun dans des soirées de quoi de même sans m'arracher, sans prendre d'alcool, exact. Fait que ça, je trouve ça le fun d'avoir trouvé cette paix-là. Tu comptes-tu tes verres par semaine? Non. Okay. Non, ça, je te dis, je vais avoir du fun quand même, mais c'est vraiment pas beaucoup, vraiment minime. Puis de toute façon, là, j'ai plus le plaisir que j'avais avant de boire de l'alcool ou de quoi de même. Puis là, les Ironman, les triathlons, tu as commencé à t'entraîner ou quoi? Oui, j'ai déjà fait des triathlons. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin tout le temps d'un défi. J'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'une date. Même quand je m'entraînais, quand je me battais, je m'entraînais évidemment, mais si j'avais pas une date de combat, je ne veux pas dire que c'était un peu focal, mais c'était comme ça. Aussitôt que j'avais une date, là, je tombais sobre, j'embarquais sa nutrition. Ouais. Là, j'étais vraiment focusé. Puis moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai une tendance assez facile à m'écraser puis à rien faire. Ce que j'aime pas, mais je me connais assez pour me donner, que ce soit en entrepreneuriat ou que ce soit dans le monde sportif, peu importe, me donner des défis pour faire ça. Puis à un moment donné, cet été, ma femme elle regardait des vidéos, whatever, puis elle dit « Hey, des Ironman, t'aimerais pas ça faire ça? » Elle m'en a déjà parlé. Moi, ça m'en prend pas beaucoup pour me convaincre de faire un défi. Fait que 2 jours après, je t'ai inscrit, puis je me suis donné 10 mois pour me préparer pour ça. Fait que c'est au mois d'août prochain à Ottawa. Tu as ta date? Oui, c'est le 2 août, exact. J'ai ma date. Fait que là, je le sais. Fait que là, je me prépare bien, puis je sais quand c'est. Puis c'est un gros défi. Puis un coup que ça va être fait, je sais pas, je pense déjà peut-être aller monter une montagne, Kilimanjaro, whatever. Ça va tout le temps me prendre quelque chose. Ben écoute, c'est sûr qu'en plus, après avoir vécu ce que tu as vécu, le rush d'adrénaline, c'est impossible à reproduire nulle part. Là. C'est difficile. C'est difficile, puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup, il y a 2 affaires. J'ai pris ma retraite sous mes propres termes, ce qui fait que j'ai pris ma retraite parce que j'étais tanné. Ouais. Ça l'aide beaucoup. Et je suis resté quand même je suis resté dans mon sport en tant qu'analyste, en tant que commentateur depuis 18 ans. Là, ce qui fait que la transition a été quand même mieux. Mais je pense que c'est ce qui fait revenir des athlètes dans le sport de combat qui ne devraient pas revenir, c'est la recherche de cette adrénaline-là que tu ne peux pas recréer nulle part ailleurs. Quand tu vas sauter en parachute, j'ai bien beau te dire que le cœur te reste dans l'avion quand tu sautes. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas c'est quoi. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite, mon dernier combat, je savais que c'était le dernier. Fait que tous les derniers moments, je les ai vécus comme je savais que c'était ça. Ouais. Fait que, pour moi, je les ai vécus ces moments-là. Puis je m'entraîne pas, je m'ennuie pas du sport, je m'ennuie pas de boxer, je m'ennuie pas de rien. Mais je vais toujours m'ennuyer de ces moments-là que je serais jamais capable de recréer. La marche vers l'octogone, Bruce Buffer qui crie mon nom. Être au Centre Bell devant 20 000 personnes qui crient mon nom. C'est des affaires c'est unique comme feeling. C'est lequel le moment le plus malade dans tout ce que tu nommes là? J'ai 2 moments vraiment différents, mais autant uniques. Ça a l'air un peu... Des fois, on dit, c'est où la ville la plus fun que tu t'es battu? Moi, j'adore Vegas. Je me suis battu longtemps, souvent à Vegas. J'étais allé 26 fois, je retournais demain matin. J'adore ça.
Sauf que se battre à Montréal quand tu viens de Montréal, quand tu viens d'ici, puis la foule est en arrière, puis ça chante, c'est spécial. Pour vrai. Mon premier combat à 170 livres, quand je me suis battu, c'était en 2013-2014 au Centre Bell. Puis c'était vraiment spécial. Puis il y a une vidéo qu'un de mes amis qui était dans la foule, puis tu vois que je rentre là, je disparais dans un tunnel de monde. C'est incroyable pour vrai. Puis, tu sais, se battre à Montréal quand tu viens de Montréal, puis la foule est en arrière, c'est pas vrai que tu l'entends pas, la foule. Ils vont dire, t'entends rien, c'est pas vrai. C'est ça, c'est de la bullshit. T'entends très, très bien. Puis, quand je me suis battu au Brésil, quand tu bats contre un Brésilien là-bas, l'environnement est très, très hostile. Puis quand je rentrais, toute la foule me chantait « Où vai Morin? Ouvre », ça veut dire « On va te tuer » en portugais. Okay. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme... Avoir vécu ça, c'est quelque chose d'unique au monde. Pour vrai. Là, je rentrais, puis je voyais que toute la... C'était pas vraiment la haine envers moi, c'était plus qu'il supportait tellement le Brésilien de l'autre bord. C'était contre qui? C'était contre Gustavo Machado, puis je l'ai passé le KO au premier round. On est retourné dans la chambre d'hôtel, on n'est pas sorti ce soir. On est resté super pour... Non. Moi, mes coachs étaient brésiliens, là, fait que ils parlaient portugais. Ils connaissaient mais la foule devait freaker out. Oh, oui. Puis, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tous ces moments-là, j'ai bien beau te l'expliquer. Puis, tu sais, moi, j'avais le droit à 3 hommes de coin. Mon combat de championnat du monde, j'avais le droit à 4. Pour vrai, j'ai besoin de 2 gars dans mon coin. Puis, le 3e, souvent, j'amenais soit des amis, soit j'ai amené mon cousin, soit des mondes vraiment proches pour qu'ils puissent vivre ça. Juste la rentrée vers l'octogone ou de quoi de même. Parce qu'au moins, quand j'explique quelque chose, si j'étais avec eux autres, j'ai au moins quelqu'un qui peut comprendre de quoi je parle, puis ils peuvent réenchérir là-dessus. Mais c'est ça probablement que le commun des mortels, on ne comprend pas à quel point ça peut être dur la transition. Parce que de recréer, tu peux pas... Comme le chanteur rock qui est sur une scène au Centre Bell ou à Wembley, tu rentres chez vous ou tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de combattre. Écoute, ça prend du parachute, ça prend du Ironman, ça prend aller sur la Lune, là. Tu sais, moi, quand j'ai pris ma retraite, je prenais tout le temps une semaine de congé, dépendamment comment le combat avait été. Puis le lundi d'après, ben je retournais au gym, tu sais. Le lundi d'après, quand j'étais chez nous, ça fait 15 ans que c'était le lundi d'après, j'étais au gym. Là, le bébé pleure, le chien jappe dans le salon. Puis là, je suis pas supposé d'être ici, là. Tu sais, c'est vraiment, vraiment rough. Puis Patrice Brisebois m'avait dit en 2009, on était allé en Afghanistan ensemble pour supporter les troupes. Puis Patrice Brisebois m'avait dit, tu as bien beau avoir 60 millions dans ton compte de banque. Si tu t'es pas préparé à prendre une retraite sportive, tu vas freaker. Tu vas sombrer dans justement les excès parce que tu n'es pas capable d'aller chercher ces feelings-là. Que ce soit dans le gambling, dans l'alcool, dans la dépression, whatever. Puis ça m'avait marqué, ça. Puis je m'en suis tout le temps souvenu. Puis quand j'ai pris ma retraite, ben, je les ai pris sur mon propre thème, mais j'étais prêt à la prendre. Puis ça t'a pris combien de temps? Là, le chien a arrêté de japper, le bébé a arrêté de pleurer, mais ça a pris combien de temps? Ben, ça n'a pas été long, parce que, encore une fois, je sais, je me répète, là, mais c'est un privilège de prendre sa retraite quand ça te tente dans ce sport-là. Souvent, c'est parce que tu t'es fait knocker, tu t'es fait mettre à la porte, tu n'es plus capable de combattre. Je pense qu'il me restait peut-être un 2-3 bons combats dans le corps, mais à quel prix? J'étais rendu en fin de carrière. Mon avant-dernier combat, c'était un combat pivot pour savoir, OK, je suis reparti sur une road to the title ou pas. Ça avait moins bien été. Puis là, je savais que mon dernier combat, ça allait être le dernier. Fait que je suis sorti en paix, bien correct. Puis, tu sais, j'en referai exactement la même affaire aujourd'hui. OK. T'étais quel genre Parce que j'étais surpris aussi de voir que tu as épousé ce sport-là à 19 ans, sur le tard, quand même. T'étais quel genre d'enfant d'abord? Puis... Après, tu me parleras peut-être de l'armée. Ben, tu sais, j'ai commencé sur le tard, mais il faut dire que, tu sais, en 99, là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas populaire comme aujourd'hui. Tu sais, l'UFC a pogné un pic en 2005, vraiment, puis ça n'a jamais arrêté. Mais avant ça, c'était vraiment underground. Quand tu étais enfant, il n'y en avait pas, là? Ben non, il n'y en avait pas. Ben, moi, j'ai fait du judo quand j'étais jeune, tu sais, avec mes cousins qui faisaient du judo pour l'Université de Sherbrooke. Fait que j'allais souvent avec eux autres, j'ai fait du judo, mais moi, j'étais un joueur de soccer. Moi, j'ai joué au soccer j'ai joué contre Patrice Bernier toute ma jeunesse. Là, lui, il joue pour Brossard, moi, je joue pour le Mistral de l'Estrie. Fait que sur le circuit élite de soccer. Fait que, tu sais, moi, j'ai joué au soccer, puis là, maintenant, tu sais, ça allait arrêter. Je suis rentré dans l'armée, puis j'ai commencé à boxer sur mon propre temps quand j'étais à Québec dans l'armée, puis j'ai comme pogné ça bien vite. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis... Fait que t'étais pas un bagarreur quand t'étais jeune? Non, tu sais, je me suis battu peut-être 2-3 fois au secondaire, mais c'était... Pour vrai, ça a l'air héroïque, mais pas tant que ça, parce que je me suis fait péter à la gueule les 3 fois. Sérieux? Mais c'était pour protéger des amis. Puis tu t'es fait casser la gueule. Oh, ouais, j'ai pas gagné une bagarre au secondaire. Mais il devait être quand même gros, là.
Non, j'étais pas un bagarre. Tu sais, je suis pas un. Tu sais, je suis le gars le moins violent au monde. Ouais. Pas vrai, là, j'ai pas fait ça. Tu sais, la violence, ça t'appartient où ce que tu vois ça. Ouais, Tu sais, je veux dire, moi, j'ai dit tout le temps, je trouve ça bien plus violent, cross-check ou hockey blindside, que deux gars dans un octogone entraînés, régis, réglementés, volontaires qui sont là, tu sais. Fait que, mais non, tu sais, moi, j'ai pas fait ce sport-là parce que j'étais en crise après quelque chose, ou ben non, j'en voulais à quelqu'un, ou ben non, non, c'est juste parce que ça a donné que je suis devenu bon là-dedans, puis moi, le but, c'est de devenir l'athlète le plus complet possible dans ce sport-là. Ouais. Mais là, je me permets une question de tata, là. Ouais. T'as-tu recroisé ces gars-là qui t'ont sacré une volée? Non, eux, ils doivent s'en rappeler. Ouais, Hey, j'ai sacré une volée. Sûrement. C'est tata, là, mais c'est quand même non, amusant. mais pour vrai, j'ai déjà repensé. Là, pour vrai, puis des fois, je me dis, OK, mais mettons, j'y recroise. Je partirais à rien, pour vrai. Ben oui. Mais c'est juste drôle. Puis, tu sais, moi, j'étais pas destiné à. J'étais pas un grand athlète. Puis je l'ai tout le temps dit. J'étais un bon fighter, par exemple. Mais j'étais pas destiné à devenir un athlète professionnel. J'avais pas des qualités innées. C'est quoi un bon fighter? Je pense qu'un bon fighter, le talent n'est pas tout dans la vie. Moi, souvent, si tu me dis, là, mettons, je suis le Steve Bégin du UFC, mais tu me fais tellement plaisir, là, honnêtement, parce que moi, c'est ça que je suis. J'ai joué dans le show, je me suis battu pour le championnat du monde, puis il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi qui se battront jamais en combat de championnat du monde, parce que le talent, c'est pas tout dans la vie. Il y a du travail en arrière de ça, puis avoir une tête de cochon, des affaires de même. Puis, des fois, je fais la comparaison avec Georges. Est-ce que Georges avait un talent inné plus que moi? Absolument. Mais il a-tu travaillé moins fort? Ben non. T'sais, on a travaillé très fort. Tout le monde travaille fort, tu comprends? Mais, je suis pas gêné de le dire, j'étais pas un grand athlète, là. Mais j'étais un fighter, par exemple. J'y allais, puis à toutes les fois. Donc, c'est le courage qui t'a. C'est ça? Oui, le courage, puis je sais pas, l'espèce de hargne, une bagarre envers toi-même. Ouais. C'était beaucoup ça, moi. OK. Puis l'armée, qu'est-ce qui t'a amené à l'armée? Écoute... t'es né à Rimouski. Ouais. Je sais pas si t'es resté longtemps parce que tu me parlais de Sherbrooke. Je suis né à Rimouski, dans un petit village Saint-Narcisse de Rimouski. Bien fier de mes racines. À toutes les années, j'y retourne. Puis j'avais déjà demandé à Bruce Buffer à un moment donné de dire, à place de dire Montréal ou Québec, From Saint-Narcisse à Rimouski. Puis il m'a regardé et dit, ça n'arrivera pas, Pat. Là. Je choisis Montréal ou Québec. Là. C'est trop compliqué. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai été bien fier de représenter ce village-là à travers la planète. Puis après ça, je déménageais à Sherbrooke avec ma mère. Puis à Sherbrooke, c'est ça. À la fin, à 17, 18, 19 ans, j'ai commencé à travailler dans les bars parce que je ne voulais pas aller à l'école. C'était pas fait pour moi, le milieu académique. Puis à un moment donné, tous mes chums qui allaient à l'école, il y avait des diplômes, là, ils s'en allaient. Puis là, à un moment donné, je me retrouvais, tous mes chums étaient partis. Ouais. Fait que mon parrain, lui, était dans l'armée de l'air. Puis finalement, j'étais allé au centre de recrue, puis je me suis fait influencer par le beau vidéo qui disent qu'on lance des grenades à tous les jours. C'est pas le cas. Mais il reste que je suis rentré dans l'armée parce que je voulais voyager, puis je voulais avoir quelque chose qui bouge. Je suis rentré dans l'infanterie, puis j'ai fait 7 ans là-dedans. J'ai servi en Bosnie, puis tu sais, c'est une belle expérience de vie. Faut vrai là, que j'ai eu. Ça m'a amené à devenir... Moi, je suis sorti de l'armée à cause de la discipline. Ça a l'air niaiseux, puis tu vas dire, c'est pas mal la base de l'armée. Mais j'étais un excellent soldat sur le terrain, mais j'étais un très mauvais soldat en bâtisse. Ben, je vais te reposer la question. C'est quoi un bon soldat sur le terrain? Ça fait la job. Tu sais, je veux dire... C'est quoi faire la job? Excuse-moi, mais je suis journaliste, là. Ce que je dis, c'est que dans ma tête, moi, un job de soldat sur le terrain, fantassin, soldat de première ligne, tu as une tâche à faire, puis tu vas la faire. C'est simple de même. Moi, mes bottes, qu'ils soient sales ou qu'ils soient propres, je ne cours pas plus vite à cause de ça. Ouais. Je comprends qu'il y a une discipline en garnison qu'on appelle. Ouais. Pour moi, ça faisait pas de sens. Puis j'étais pas bon. Même si je me forçais, j'étais pas bon. Tu sais, les cheveux et toute la quête. Mais quand ils me mettaient sur le terrain, par exemple, j'étais un des meilleurs soldats. Parce que là, aujourd'hui, ça va bien. Les cheveux, là, ça va mieux. Là, ouais. mais c'est mon choix. Hein, mais je pense que c'est ça. Moi, j'étais un gars d'action. J'étais un gars que, si tu me demandes de performer, m'a performé. Ouais. Si je trouve que ça a une logique, si je trouve que c'est ça la job à faire. Mais c'est ça. Mais, tu sais, je pense que inconsciemment, cette discipline-là qui m'a fait sortir de l'armée m'a amené à devenir un athlète discipliné avec tous les sacrifices qui viennent avec. Là. Mais en Bosnie, je ne sais pas si tu as parlé beaucoup de Bosnie dans tes entrevues. Mm-hmm. Écoute, c'était le point chaud de la planète. Tu as dû voir des affaires. Oui, moi, j'étais allé en 2002, ce qui fait que la grosse période de guerre de 93 à 95,
était un peu finie. Avec quelques poches de résistance quand même. Puis nous autres, on était là en béret vert et non pas en casque bleu. Ce qui fait que on était là pour l'assaut s'il y avait quelque chose. Puis t'es arrivé 2-3 petites affaires, mais c'était pas comme au début en 93, 94. C'est quoi 2-3 petites affaires? Non, mais pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, 2-3 petites affaires en Bosnie, là... C'est parce que le problème, quand on s'est rendu là, ça faisait 9 ou 10 mois que la police était en grève, ce qui fait que c'était le free-for-all. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Puis il y avait les élections aussi. Le président sortant s'était barricadé avec les papiers légaux qu'il a fallu qu'on aille chercher. Il n'y a pas eu de coup de feu qui a été donné, mais il y a des situations de très, très haut stress quand même qui a été là. Puis, moi, j'étais un chauffeur de tank à roues en Bosnie. Fait qu'on est sorti une couple de fois en panique. Mais juste cette espèce d'adrénaline-là, c'est même si... Puis je suis content de ne pas avoir été au front quand même. Là, mais on était prêts pour ça. Mais ça m'a amené une espèce de... Quand je suis revenu ici, au Québec, après, ça m'a donné une espèce de coupé dans le cul en disant plus jamais je vais me plaindre. Plus jamais je vais me lever le matin et je vais être malheureux de ce que je fais dans la vie. Puis il n'y a pas un chèque de paye qui mérite que je sois malheureux dans la vie parce que j'ai vu eux autres là-bas qui n'ont pas de ressources, ils n'ont pas rien. Fait qu'en 2004, je suis sorti de l'armée dans une job safe pour les 30 prochaines années, mais je n'étais plus heureux là-dedans. Puis je me suis lancé dans un sport qui était... Le pourcentage de réussite d'un Canadien français québécois était moins de 5%. Là. Mais j'avais trouvé une passion, puis c'était ça que je voulais faire. Bon. On va y aller tranquillement avec les photos. Par contre, là, K.O. nous a demandé des photos de casting. OK. Puis toi, tu as fait une réponse à tous, puis tu as envoyé des photos de casting. J'ose plus. Je pense que je vais embaucher 9 photographes professionnels pour essayer d'accoter quelque chose. Là, mais j'ai tout envoyé ça. Ça a été dur. Ça a été dur. On dirait que c'est ma grand-mère qui a renvoyé ça. Méchante photo. Calique. On va y aller avec les photos que tu as choisies ici. Ouais, ben écoute, ça, c'est la Coupe Stanley de mon sport. C'est l'UFC 90, combat de championnat du monde. Un grand accomplissement. Malheureusement, ça s'est terminé avec une blessure. Mon corps m'a laissé tomber dans le plus grand moment de ma vie. Mais Anderson Silva, qui était le champion, qui était à ce moment-là, top of the food chain. Là. Pour vrai, il était inatteignable. C'était the GOAT. Puis personne n'avait jamais passé le 3e round avec lui à l'UFC. Puis moi, je m'étais préparé. J'ai dit, si on arrive au 3e round, je me regarder à la caméra et m'en faire 3 motherfuckers. Parce que j'étais vraiment négligé. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé au 3e round. J'ai regardé à la caméra, puis je suis de même. Puis il y a un clip qui existe de ça qui est vraiment cool. Sauf que au 2e round, puis le combat était... Je dis pas que j'étais en train de gagner, mais je n'étais pas en train de le perdre. Ouais. Il y avait 2 juges qui avaient donné les 2 premiers rounds à lui, puis il y avait un juge qui avait donné un round chacun. Wow. Ce qui fait que c'était un combat qui était très compétitif. Puis on le connaissait très bien. Puis moi, j'avais remarqué, à toutes les fois que les combattants ils se battaient contre lui, il arrivait avec une attitude qu'il avait déjà perdu d'avance. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, au pire, il knockera, je m'en souviendrai pas, mais c'est pas vrai que je vais arriver là puis je vais dire, je vais l'essayer. Non, moi, je m'en allais là pour gagner, pour vrai. Je m'en allais là pour prendre sa ceinture puis shock the world, puis c'était vraiment ça. Malheureusement, au 2e round, j'ai glissé sur le logo dans l'octogone, puis ma jambe a été allée en hyper-extension, puis mon ligament croisé antérieur, il a popé, il a pété. OK. Mais je suis resté encore sur mes jambes, puis j'ai fini le 2e round, mais tu vois, à la fin du 2e round, mon genou, il est instable, tu vois. Fait que là, je me sens entre le 2e et le 3e round, puis mon coach, là, je dis, bon, my knee's fucked. Mon knee, ça marche pas. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on aille avec le combat? Je dis, hey, je vais y aller, je vais essayer un Hail Mary, je vais essayer de faire de quoi? Je vais me rapprocher, je vais essayer d'y aller avec du grappling, m'approcher de lui. Puis finalement, la première séquence que j'ai sauté à l'intérieur, j'ai mis tout mon poids sur la jambe droite, tout a pété. Fait que j'ai senti mon genou puis mon tibia venir à un côté de l'autre, paf! Puis là, je tombais à terre, puis le combat est fini. Fait que c'est comme, ça a pris du temps avant de faire la paix avec cette situation-là. C'est comme un finish business, puis je savais que j'étais le premier à me rendre au 3e round, puis notre stratégie, c'était au 3e round, vu que c'est un terrain nouveau pour lui à l'UFC, c'était d'ouvrir encore plus la machine. Puis tu sais, c'est la première fois qu'Anderson Silva il avait été exposé, qui était possiblement battable avec une bonne stratégie. T'sais, nous, on était très, 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 très patients des 2 premiers rounds, ce qui fait qu'on a réussi à toucher la cible, ce qui fait que lui, c'est un très bon contre-attaquant, puis il n'était pas capable de le faire. Ouais. Puis tu vois, Mané, il est perdu, il fait plein d'affaires, il fait des feintes, puis moi, je réponds avec d'autres feintes. Fait que tu sais, tu penses que c'est la première fois dans sa carrière à l'UFC qu'il montrait qu'il pouvait être battable. Ouais. Évidemment, il a une carrière extraordinaire. C'est un des meilleurs de C'était pour ceux qui suivent la boxe aussi, c'est un peu le Floyd Mayweather
exact. Il amenait un nouveau... Il était intouchable. Oui, exactement. Mais, tu sais, encore une fois, ça... tu sais, j'ai un combat de championnat du monde, puis tu sais, je leur dis encore, je ne suis pas un grand athlète, je suis un bon fighter, mais peu importe ce qui m'est arrivé dans ma carrière, peu importe, il n'y a jamais personne qui va pouvoir m'enlever que je me suis battu pour le championnat du monde. Tu sais, j'ai joué pour la Coupe Stanley de mon sport, puis c'est le rêve de tout combattant, tout athlète de sport de combat, de se battre pour le titre de l'UFC, puis moi, ça m'est arrivé à Chicago. Écoute, c'est pas de mes affaires, là. Mais de t'entendre répéter que t'es pas un grand athlète, c'est un petit peu... moi, je pense que je suis... J'en catch pas, là. Je suis le devenu, je pense, avec... non, mais t'as fait un combat de championnat. Tu sais, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui... Mais je parle juste... OK. Tu sais, je parle juste... T'as peut-être pas d'habileté... Tu sais, t'as peut-être pas les habiletés naturelles des plus grands champions. Ouais. Mais t'es un Christy d'athlète, là. Je pense que je suis devenu un grand athlète avec une vision. Bon, ça va mieux. Ouais, exact. Avec une vision de toujours être meilleur demain qu'aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est ça que... Puis oui, à la fin, j'étais un grand athlète, puis j'étais parmi les meilleurs au monde. Puis peut-être des fois, je suis peut-être un peu trop dur avec moi, mais c'est sûr que je sais par où ce que je suis passé. Puis je sais mes premiers combats, à quoi ça ressemblait. Puis je sais que quand tu regardes mes premiers combats, tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. À un moment donné, il y a un déclic, je pense qu'à un moment donné, puis j'ai pogné mon air d'aller, puis ça a bien été. Est-ce que c'était comme Georges Saint-Pierre que tu étais plus connu à l'extérieur qu'au Québec? Ou... oui, surtout au Canada anglais. Okay. Puis, tu sais, dans mes bonnes années à Las Vegas aussi, là, quand on allait sur place, on s'était invité par les commanditaires. Parce que, tu sais, en 2006 et 2009, là, les commanditaires étaient là, puis avec beaucoup, beaucoup de moyens. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait le tour de la planète à cause d'eux autres. On s'en allait à gauche, à droite. On allait dans des MM Expo, puis c'était ridicule pour voir l'argent qu'on faisait avec les commanditaires. Puis c'est vrai qu'on allait à Las Vegas, j'avais de la misère à marcher. Puis tu sais, au Québec, ici, ça a toujours été un peu le monde à Georges. Puis tu sais, c'est bien normal. Là. Mais au Québec, ici, on est beaucoup respectueux envers les athlètes. Comparativement ailleurs où on se fait arrêter, on se fait toucher, on se fait agripper. Toucher ailleurs, là, au Japon, si tu es allé au Japon? Non, c'est plus je te dis, à Las Vegas. Okay. Là, oui. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un grand moment de ma carrière, évidemment. Puis comment tu as fait la paix? Un moment donné, tu sais, je me suis dit... j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive qui m'a appris une phrase qui a changé ma vie professionnelle et personnellement. C'est qu'elle m'a appris la phrase « contrôler le contrôlable ». Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, je vais m'occuper du présent puis le passé va s'occuper par lui-même. Fait qu'à un moment donné, tu fais la part des choses. Mais tu sais, ça m'a pris... Tu sais, j'ai été out pendant 1 an et demi quand même. Ça a été une longue réhabilitation. Je me suis fait reconstruire le genou une fois, il a lâché. Je me suis fait reconstruire le genou une deuxième fois. Fait que ça a été une très, très longue réhabilitation d'1 an et demi avant d'être capable de revenir dans l'octogone. Puis ironiquement, lui s'est cassé la jambe dans l'octogone aussi, qui est une scène quand même assez malade mentale. Dégueulasse. Ouais. C'est drôle hein, parce que mon dernier combat en carrière, c'est contre lui qui est juste à gauche en bas, c'est Thiago Alves. Ça a été mon dernier combat en carrière. Fait que tu sais, c'est drôle de voir ce poster-là. On dirait qu'on était comme destiné à faire ça. Deuxième? Ouais, ben tu écoute, on parle de ma carrière sportive, qu'est-ce que je suis le plus fier, évidemment, mon premier combat à l'UFC puis mon combat de championnat du monde. Mais tu sais, ma famille, pour moi, ça a été la raison. Ma fille, ça a été le point final de prendre ma retraite. T'sais, j'ai fait un combat seulement après qu'elle soit née. Fait que, tu sais, j'étais en fin de carrière aussi. Fait que, tu sais, le timing était parfait pour avoir des kids. Si j'avais trouvé ma femme peut-être avant, j'aurais eu des kids avant, j'avais trouvé la bonne personne. Mais, puis, il y a une histoire là-dedans aussi, c'est que quand j'ai pris ma retraite, moi, mes 2 derniers combats, je me suis fait frapper plus fort que des 15 dernières années. Pas parce que j'étais moins bon quand même, parce que, tu sais, j'ai ralenti, puis les gars étaient plus jeunes, puis whatever, tu sais. Fait que je me suis fait plier les genoux, mais je me suis pas fait knocker. Puis je me suis dit, si je m'étais battu contre un gros puncher, c'est peut-être là que ça aurait arrivé. Puis pour moi, c'était super important que mes enfants, tu sais, ils veulent savoir ce que je faisais avant, tout quoi de même, puis des images de moi knocké à terre ou des vidéos knocké de moi, ça n'existe pas. Puis ça, c'était super, super important pour moi. Puis tu sais, à cette heure, ma fille, elle peut bien aller voir des photos sur Internet, quoi de même, des combats, vous en faire la même. Tu sais, je les ai pas toutes gagnées. Mais des images de moi knocké à terre en convulsion, peu importe, ça n'existe pas. Puis pour moi, ça, c'était ultra super important pour ça. Là. Veux-tu me nommer ce beau monde-là? Ouais, ben Auguste, mon petit gars. Ah, c'est un beau nom, ça, Auguste. Puis ma fille Raphaël.
Puis, écoute, je les ai eus, ça a l'air bizarre. Moi, je voulais avoir une petite fille en premier. OK. Je voulais être le super-héros de quelqu'un, Ah je oui. pense. Puis mon petit gars, Auguste, qui est né en bébé pandémie. Fait que, non, la famille est complète, super heureux. Et ta femme? Puis ma femme Valérie, qui, OK. tu sais, moi, je l'ai rencontrée en fin de carrière en 2014. Je prends la retraite en 2017. Elle savait déjà j'étais qui, mais elle suivait les combats. Comme ça, mais c'est une infirmière. Fait qu'elle m'a, Mais elle m'a- comment elle m'a elle a réparé une vécu, couple de fois. comment elle a vécu? C'est tough, là, pour une femme, là? Ouais. Ben, je Ben, pense que oui, là. Oui, c'est tough, mais comme elle explique, elle dit, tu sais, quand tu vois le processus du début à la fin, oui, je suis nerveuse quand j'allais au combat, oui, j'ai inventé des sacs, puis des affaires de même, mais il reste que je sais qui est prêt. Okay. Ce qui fait que quand tu es là du processus, tout le temps, puis ça prend quelqu'un qui comprend le style de vie d'un athlète professionnel, parce que c'est un style de vie qui est très égoïste. C'est tout le temps toi qui est en avant, c'est tous tes besoins à toi, la nutrition, toute la quête. Fait qu'il faut que tu trouves une partner, pas juste une femme, il faut que tu trouves une partner, une training partner de vie pour comprendre ce style de vie-là. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'embarquer dans cet engrenage-là. Puis tu l'as rencontré comment, cette Valérie? Partenaire d'entraînement qui nous a présenté, qui a un ami commun. Ah oui? Exact. Okay. Ouais. Troisième photo? Ben, ça, c'est dans l'armée, exact. Fait que la photo à gauche, c'est en Bosnie. Ouais. Puis la photo à droite, c'est que j'ai fait la garde en rouge, moi, pendant 2 ans à Citadelle de Québec. Ouais, ça, c'était bien cool. Ça, c'était un bon tasking d'été, là, parce que quand tu étais. C'est le 22e régiment qui font ça. C'est le 2e bataillon seulement. Moi, j'étais dans le 2e bataillon. Ce qui fait que tu restes là planté pendant 2 heures, puis après ça, tu t'en vas, puis c'est ça ta journée. Fait que c'est un beau tasking d'été pour les militaires. Wow. Puis à gauche, je m'ai fait une photo en Bosnie en 2002 sur le camp où on était, nous autres. Quand on sortait pas du camp, ben, c'était dans le camp. Okay. Ouais. On est rendu à 4? Ah, ben ça, c'est mon mentor médiatique, Jean-Paul Fils. On a commencé à travailler ensemble en 2008 à l'UFC 83 quand l'UFC est venu ici en premier. Il voulait avoir un broadcast francophone. Ce qui fait que moi, j'avais déjà fait ça à TQS avec Reg Laplanche, il y a très, très longtemps. On avait décrit des combats qui étaient déjà passés. On faisait juste du voice-over. Fait que finalement, il me demande, puis j'étais supposé le faire avec son père au début. Oui. Puis finalement, quand il a su que c'était un show de 7 heures, là, il a dit, ben non, je ne pourrais pas faire ça. Voyons, ça va dans là. Fait que là, il a passé à la POC à son fils. Puis ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 18 ans qu'on commence notre 18e année cette année. Puis tu sais, Jean-Paul, pour moi, ça a été un mentor extraordinaire. J'ai appris ce métier-là. Je le fais bien aujourd'hui, pas seulement à cause des connaissances que j'ai dans le sport, mais beaucoup, beaucoup grâce à Jean-Paul. Tu sais, Jean-Paul, c'est mon père médiatique. Ouais. Ça a été quoi ses meilleurs conseils? Je suis tellement à plein. Là. Écoute, il m'a dit, fais-en pas trop. Puis ce qui est écrit sur ta feuille, t'es pas obligé de tout dire. Parce que le monde ne savent pas qu'est-ce qui est écrit sur ta feuille. Puis de ralentir mon débit. Au début, je parlais extrêmement vite. Des fois, je bégayais. Si j'avais de la misère avec des noms, des gros noms russes, quoi de même, couplés en parties, couplés en mots. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là que ça vient avec l'expérience. Puis l'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit. Je n'ai pas pu avoir un meilleur gars d'expérience à côté de moi. Lui, il a décrit le kickboxing avec Jean-Yves Thériault dans le temps. Fait que, pour vrai, je me suis appuyé sur lui pendant des années, puis encore aujourd'hui. Puis il dirait, je sais qu'est-ce qu'il dirait s'il était à côté de moi, puis il disait, ben moi, c'est la même chose. Je ne connaissais pas les sports de combat. Fait que je me suis appuyé sur Pat aussi pour ça. Fait que ça fait 18 ans, on a été un vieux couple, on ne s'est jamais chicané. Puis on a vécu des gros combats ensemble. Qui veut chicaner avec toi, tu sais? Ouais, je fais une blague, là. Mais ça doit être une grande fierté parce que tu as fait beaucoup de trucs physiques dans ta vie. Et là, tu arrives, c'est quand même, tu sors de ta zone de confort puis tu es devenu un bon analyste. Ben, je suis content d'avoir trouvé mon discours de vulgarisation pour expliquer ce sport-là. Ce que je veux dire, c'est que je pense que je prends pas pour des cons ceux qui connaissent ça. Puis c'est pas trop compliqué pour ceux qui connaissent pas ça. Je pense qu'on a trouvé le juste milieu pour être capable que tout le monde apprécie ce qui se passe, sont en manque de connaissances au niveau du sport de combat. Tu sais, qu'est-ce qui se passe au sol, quand même, des fois, j'explique, il devrait faire ça pour sortir, puis là, il sort de là, Jean-Paul, il me donne un high five. Des fois, il y a des choses que je dis qui vont se passer, puis je le vois d'avance, mais ça, c'est l'avantage de l'avoir vécu à l'intérieur de l'octogone, d'être capable de le vulgariser pour que tout le monde comprenne.
Mais c'est ça, encore une fois, ça vient avec l'expérience. Mais écoute, moi, j'ai eu Wayne Gretzky à côté de moi là, pour me montrer comment jouer. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Là. Est-ce qu'il en reste une? Je pense qu'il y a ouais, ça, c'est ma dernière entrée à mon dernier combat à Buffalo. C'est ça, ma dernière entrée, je savais que c'était mon dernier combat. Je ne l'avais pas dit à personne. Il y avait juste Fabio qui le savait. Même ma femme ne savait pas que j'allais prendre ma retraite après ce combat-là. Pourquoi tu n'as pas dit à ta femme? Encore une fois, c'est un sport qui est très égoïste. Puis je me suis dit, je me dois ça à moi-même. Les derniers moments que je vais vivre, même la coupe de poids, même la déshydratation, tout ça, je voulais vivre ça moi-même, tout seul. Je ne voulais pas que personne partage ces moments-là avec moi. Pour faire vraiment la paix avec ça. Je l'avais dit à Fabio parce que 2 mois avant le combat, je m'étais toujours dit, quand j'ai commencé ce sport-là, je ne veux pas faire le combat de trop, de 1. Puis de 2, je me suis toujours dit, si je me lève le matin, à un moment donné, je me dis, ça ne me tente pas d'aller au gym un matin, ça va être le temps de finir. Ma fille est née, je me souviens, 2 mois avant ce combat-là, je commençais mon camp d'entraînement, puis j'étais couché, puis j'étais en train de bercer ma fille, puis j'ai fait, ça ne me tente pas un matin. Puis là, je me suis assis dans le lit, j'ai fait, on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Ah oui, ouais. Puis j'en parle, j'ai encore des frissons. Puis j'étais allé au gym. La journée même, j'avais un training. J'étais allé au gym, j'ai dit à Fabio, ça va être c'est la last round. C'est vraiment ta fille qui a... Ouais. Puis je l'ai pas dit à personne. Ma femme, j'étais en fin de carrière, elle savait que ça allait arriver bientôt. Puis d'habitude, elle vient tout le temps. Elle venait tout le temps. Mais là, ma fille venait de naître, puis c'était à Buffalo. Il n'y a pas grand-chose à faire à Buffalo, on s'entend. Mais je reste à la maison, puis ça va être bien correct, c'est ça. Fait que, j'ai pu vivre tous ces derniers moments-là de façon égoïste. Je me suis dit, je me dois ça à moi-même. Après 15 ans de sacrifice, je me dois ça à moi-même. Après ça, ce qui est cool, c'est que j'ai perdu ce combat-là, mais Joe Rogan, il est venu par... J'ai enlevé mes gants, je les ai mis au centre de l'octogone, puis c'est comme le signe que tu prends ta retraite. Puis Joe Rogan, il m'a passé en entrevue quand même. Ça, c'est cool. Fait que j'ai pu remercier les fans, j'ai pu remercier l'organisation, j'ai pu parler en français, dire merci aux partisans du Québec. Ça a été une belle sortie quand même. Puis quand je suis revenu dans le vestiaire, évidemment, c'est un gros deuil. Là. J'ai appelé ma femme, puis tout le monde à la maison écoutait le combat. Tout le monde, mais là, ils savaient. Ils l'ont appris à la télé. C'est ça, ils l'ont appris à la télé. Puis j'ai expliqué ça, puis ma femme a dit, elle dit, t'as bien fait. Elle dit, c'est exactement ça que tu devais faire, pour faire la transition. Puis tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 derniers combats en carrière, mais le monde me parle de ma carrière à la place de mes 2 défaites. Ben oui. Fait que je me dis, j'ai réussi ma sortie. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête en ce moment, là? Plein d'affaires. Pour vrai, c'était juste enjoy. Va t'amuser sur la dernière fois que tu vas mettre le pied dans l'octogone. J'ai vécu 12 ans dans cet octogone-là. Je me suis fait mettre dehors. Je suis revenu. Pour moi, cette image-là, c'est une grosse image de résilience envers moi-même. D'avoir été blessé, d'avoir été mis à la porte, d'être revenu, d'avoir des combats de championnat du monde, des main events, peu importe. Fait que, pour moi, c'est une belle image de résilience. Puis, j'ai jamais, en rentrant dans l'octogone, j'ai jamais fait un salut comme ça. Non? C'est pas, ça a l'air bizarre à dire, mais j'ai fait un salut à l'octogone comme une espèce de respect en voulant dire « Hey, c'est la dernière fois qu'on travaille ensemble à soir, puis let's go, on va aller s'amuser. » Puis ça a l'air niaiseux, parce que le combat, j'ai perdu par décision, puis ça a été contre un vétéran, un ami que je connaissais, puis ça fait tellement longtemps qu'on était ensemble, que j'étais dans l'organisation, puis lui aussi. Ce combat-là, ça a été une guerre. J'ai saigné, puis j'étais content de saigner à mon dernier combat. Ça a été une guerre, puis ça a été un combat qui a vraiment représenté, on dirait, l'ensemble de ma carrière, quel genre de combattant j'étais. Fait que ça a été vraiment cool, ça. C'est sûr, j'aurais même mieux gagné. Oui. Hey, Pat, merci beaucoup de ce bel entretien-là. C'est moi qui te remercie. Pour nos abonnés, tu connais un peu la formule aussi parce que tu es chez KO aussi. Pour ceux qui vont vouloir rester avec nous sur kosport.tv, je pose 5 questions. Un personnage ou un être humain vivant ou décédé que tu aimerais rencontrer? Mohamed Ali. C'est un qui a changé le sport. Il a toujours gardé ses convictions aussi. J'étais allé dans un bar avec des chums. Il y a un gars qui était à côté de moi au bar, puis il disait que Patrick Côté m'a pris sur son aile. Fait qu'il parlait de moi à moi. J'ai pas le faux mot, j'ai pas le itch de prendre des vacances. Une des places que j'ai vraiment, vraiment aimé, puis c'est très sous-estimé, c'est Vienne en Autriche. J'ai adoré cette ville-là. Il est devenu rouge, il est devenu vraiment mal à l'aise, mais moi, je trouvais ça bien. Quelle belle entrevue. Merci tellement. Merci à toi.